Bon, faut qu'on parle, j'ai lu le dernier Hunger Games. Mais avant toute chose, bienvenue dans la Bibli. J'ai trop envie de vous dire ce que j'ai pensé de ce tome là maintenant tout de suite, mais j'ai aussi très envie de faire un rapide retour en arrière. Hunger Games est sorti en 2009 et c'est écrit par Suzanne Collins. C'est une trilogie et je dois dire que moi quand c'est sorti, je crois que je savais même pas que ça existait. En fait, il a fallu attendre qu'une copine de ma sœur nous prête les 3 tomes, que je sois en vacances l'été avec mes parents dans un petit bungalow tard le soir, et là je les ai dévorés. Je devais avoir entre 12 et 13 ans. Et là vous vous dites super, c'est devenu sa saga favorite. Pas du tout. Je crois qu'après, j'ai un peu oublié les Hunger Games, genre j'avais adoré, etc. Mais à ce moment-là, ça m'a pas non plus marqué de fou. Mais ensuite, il y a eu les films. Je les ai regardés, je les ai re-regardés, je les ai re-regardés, et là, c'est devenu culte, c'est devenu un coup de cœur immense, et en fait, j'ai commencé à les connaître par cœur. En fait, pour moi, Hunger Games, c'est devenu un chef-d'œuvre à ce moment-là. Parce qu'il faut dire que il y a tous les ingrédients pour. Pour ceux du fond de la classe qui savent pas trop de quoi je parle là actuellement et qui sont un peu perdus parce que vous connaissez rien à la saga, laissez-moi vous résumer rapidement. Et sinon, vous pouvez toujours skipper cette intro. Dans Hunger Games, on se retrouve dans un monde dystopique où il y a 12 districts et chaque district va avoir une production particulière pour alimenter une capitale qu'on appelle le Capitole. Déjà, arrêtons-nous 3 secondes sur ce nom puisque le Capitole, c'est la colline où est construit Rome et vous allez voir, on va y revenir, c'est important pour la construction de l'univers, mais c'est aussi le nom du siège du Congrès américain. Bon, coïncidence ? Je ne crois pas. Et lorsque les districts en ont eu marre de se faire marcher dessus par le Capitole, eh bien ils ont décidé de se révolter, sauf que pas de bol, c'est pas eux qui ont gagné la guerre, c'est le Capitole qui a décidé de les punir. Happy Hunger Games. Leur punition, c'était simple. Chaque année, 2 tribus par district sont choisies, un garçon, une fille, âgés de 12 à 18 ans, et ils sont envoyés au Capitole, dans une arène, pour se battre à mort. Fun ! Et là, vous vous dites, c'est pas du tout sans rappeler des gladiateurs qui se battent dans une arène, parce qu'en fait, c'est exactement l'inspiration de Suzanne Collins, et là, on revient à notre Rome antique. Dans la trilogie originale, on suit alors les 74e et les 75e Hunger Games, et notamment les tribus du district 12, Katniss Everdeen et Peeta Mellark. Et comme toute saga dystopique qui se respecte, ces deux-là vont être le cœur d'une nouvelle révolution. Mais si cette saga a eu autant de succès à mon sens, c'est parce qu'elle est éminemment politique. Au-delà des combats dans l'arène, les Hunger Games, c'est aussi une critique de l'image de cette société du divertissement, de la télé-réalité et de la propagande. Suzanne Collins explique alors comment on crée une véritable société du divertissement. On rappellera que cette société s'appelle Panem et qui, en latin, fait partie donc d'une expression. Panem et circenses, j'espère que c'est comme ça qu'on dit, parce que j'ai pas du tout fait de latin dans ma vie, mais ça veut dire du pain et des jeux. Et cette expression, du coup, eh bien, en fait, elle a été reprise pour parler de manipulation de la population, puisqu'en fait, il suffirait qu'on leur donne du pain et des jeux, et ça éviterait toute rébellion. Bon, vous voyez, tout son univers est vraiment construit autour de références de l'art romantique, et franchement, très bien construit. Mais les Hunger Games, c'est aussi une gigantesque propagande pour le Capitole, puisqu'ils vont se servir de ça pour asseoir l'approbation des gens qui vivent au Capitole, qui ne se doutent pas une seule seconde de tout ce qui se passe dans le district, où ils voient les gens comme des animaux qui ne savent pas vivre de façon civilisée, et ça permet au Capitole de garder contrôle à la fois sur ce qui se passe dans l'arène, ce qui se passe dans les districts, et ce qui se passe du coup au sein même du Capitole. Ma partie préférée de la trilogie se passe dans le 3e tome qui correspond à l'avant-dernier film, le 3e film, et en fait c'est la partie où justement on voit cette espèce de ping-pong de communication qui se passe entre d'un côté la révolte et de l'autre le Capitole. Où là je trouve qu'on décrypte vraiment comment on peut fabriquer des messages et fabriquer un discours pour manipuler complètement les masses. So we're gonna shoot a series of propaganda clips. Bon, mais Camille, c'est bien beau tout ça, mais tu nous parles pas du tout du tome 5 là. C'est vrai, j'y viens. En 2020, Suzanne Collins sort un premier préquel qui s'appelle La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et on pourrait se dire qu'un préquel, c'est toujours juste un prétexte pour continuer une saga qui marche bien, mais là, je dois dire que c'est vraiment une masterclass. Pas du tout mon tome préféré, mais on peut dire qu'il est loin d'être accessoire à la saga. Le génie de Suzanne Collins dans ce tome, c'est de nous emmener aux prémices des Hunger Games. On va savoir exactement comment les Hunger Games tels qu'on les connaît dans la trilogie sont nés. Puisque, je rappelle, dans la trilogie, on suit les 74e et les 75e Hunger Games. Mais dans ce préquel, on va suivre les 10e Hunger Games. On nous explique comment on en est venu d'un événement ultra violent et sanglant à un événement de divertissement, un événement de propagande, un événement télévisé, de télé-réalité, et finalement, comment on a mis des paillettes sur des meurtres. Suzanne Collins nous y explique même comment est né le symbole même de la saga qui est le Gémeaux-cœur. On nous explique comment sont nés les chants révolutionnaires de la saga. Are you coming to the tree? Comment ont été créés les animaux mutants qu'on retrouve dans les jeux, le principe des sponsors, le présentateur télé, bref, absolument tout. Et là pour moi c'est une super manière de l'autrice de nous dire
regardez, mon univers se tient de A à Z, on peut construire un tel univers, ça part pas de rien, oui c'est de la fiction, mais en fait, ça pourrait presque être possible. La saga prend alors encore plus de sens, plus d'impact, et pour moi, c'est juste brillant. Et puis là, il y a 2 semaines, elle nous sort ça. Dans ce tome-ci, on suit Haymitch Abernathy au moment où il est sélectionné pour les 50e Hunger Games. Haymitch, si tu sais plus qui c'est, c'était le mentor de Katniss et Peeta dans la saga originale. Et on sait déjà dans la saga qu'il a remporté l'un des plus difficiles Hunger Games, puisque eh bien, pour les 50e jeux, donc une date un petit peu anniversaire, le Capitole a décidé de ne pas prendre 2 tribus par district, mais bien 4. Oui. Donc au lieu de battre 23 personnes pour gagner, tu dois en battre 47. Et du coup, quand elle a sorti ça, moi je me suis dit hyper intéressant. Je me demande bien ce qu'elle va pouvoir raconter dedans, parce que là tout de suite, même si les jeux de Haymitch sont hyper intéressants, en vrai ça rapporte pas non plus grand chose à l'univers, et je suis curieuse de savoir du coup ce qui s'est passé à ce moment-là, dans ces années-là, pour amener à ce qui nous attend ensuite dans la trilogie originale. Et la réponse c'est pas grand chose en fait. Bon ouais, j'exagère un peu. Ce tome nous apporte quand même des réponses sur pas mal de personnages secondaires qu'on retrouve dans la trilogie et comment en fait finalement ils sont reliés un petit peu tous entre eux, comment ils se connaissaient un petit peu déjà. Et ça, je dois dire que c'est assez intéressant quand même si en soi, pour moi, ça faisait pas l'objet de tout un roman. Je crois qu'en fait je m'attendais à plus. Vu tout ce qu'elle avait fait sur le premier tome, je m'attendais clairement à plus. Après, ça m'a pas empêché de pleurer sur le bouquin, d'être très contente de retrouver cet univers, ces personnages, de pouvoir revoir tout ce qui a fait le sel de cette saga, et en fait, on y retrouve tous les ingrédients de la saga Hunger Games, donc ça, franchement, c'était trop cool, ça fait un bon rappel politique. Cela dit, en fait, elle nous apprend rien de plus, et on a juste des éléments qu'on retrouve déjà soit dans la saga originale, soit dans le précédent préquel. Du coup, finalement, il y a rien de bien nouveau, et c'est plutôt un tome qui va ravir les fans, ce qui est pas mal en soi. Mais je dois dire que, venant de Suzanne Collins, je m'attendais pas trop à ça. Malgré tout, il y a un truc un petit peu intéressant avec ce tome. Déjà, on sait que Suzanne Collins, après la saga originale, a signé pour 3 tomes supplémentaires. Et on en a déjà eu 2. Ce qui veut dire qu'il va y en avoir un autre. Et moi, du coup, en lisant ce livre, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle pourrait bien nous préparer ? En réalité, ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans ce livre, c'est plutôt les 100 dernières pages. Bon, là, j'ai envie de pas trop en dire, mais honnêtement, si vous n'avez pas trop envie de vous faire spoiler, je vous conseille d'arrêter la vidéo ici. Mais en réalité, pour moi, ce tome, c'est plutôt un tome introductif dans lequel on va nous rappeler l'existence d'un personnage que peut-être on avait oublié ou peut-être on ne trouvait pas intéressant. Et pour moi, ce personnage, c'est pas Haymitch, c'est Plutarch Evansby. Et avec Plutarch, à la fin de ce tome, moi, ça m'a rappelé qu'il y a un énorme mystère qui reste dans toute cette saga. Comment s'est créé le District 13 ? Et qui est Alma Coin ? Si, vous vous souvenez, President Coin. Alors oui, c'est un peu un personnage anecdotique finalement, mais je vous jure que je pense qu'elle est hyper intéressante. Alma Coin, c'est la présidente du District 13. On la rencontre dans le 3e tome de Hunger Games. Très vite, on va voir qu'elle n'est pas mieux que Snow, qu'elle ne veut que de la vengeance, mais au final, elle est un peu présentée comme tombée du ciel et on sait pas trop d'où elle vient. On nous apprend aussi qu'il y a un District 13 qui a toujours existé, un district secret où se préparait la rébellion, mais en fait, on n'a aucune idée de comment il a été formé, comment c'est possible que sous les radars du Capitole se soit créé un truc pareil sans que personne ne soit au courant. Et pour moi, ça reste le plus grand mystère de la saga, et s'il doit y avoir un 3e préquel, pour moi, c'est sur ce sujet-là. Et je sais ce que vous vous dites, on déteste President Coin. Pourquoi on aurait envie d'un livre complètement dédié à elle? Et je vous jure qu'au fond, moi aussi, je pense ça. Mais je pense aussi que si Suzanne Collins a encore des choses à raconter sur cette saga, c'est sur ce sujet, et je vois pas vraiment autre chose, et je trouve vraiment que ce tome nous introduit à ça. Après, peut-être que je me trompe, mais dans tous les cas, il va falloir un petit peu patienter pour le savoir, puisque ça m'étonnerait qu'elle publie ce nouveau livre demain. Mais en attendant, je sais pas vous, mais moi, je vais clairement attendre avec impatience le film de Haymitch, et également revoir tous les films. Encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui savent pas, c'est ma toute première vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, peut-être à activer la cloche parce que qui sait, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos à l'avenir. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!